téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans vos maisons. C'est notre rendez-vous habituel. Et comme vous le savez, le magazine de la femme vient toujours avec de nouvelles découvertes. Et aujourd'hui, nous vous ramenons une dame qui est non seulement une fleur, une beauté, mais également une dame professionnelle, énergique, dynamique, coach de vie, expert manager en fait en logistique. Et elle est également fondatrice de 2 associations. Elle est jeune, mais surtout jeune, j'insiste sur la jeunesse, tout simplement parce qu'on a tendance à penser que la jeune femme congolaise n'est pas une femme valeureuse. Alors, au travers de ce numéro, j'aimerais démentir cela et vous faire découvrir en fait la richesse juvénile que nous avons au Congo. Alors, c'est clair que beaucoup de personnes se posent la question de savoir qui est cette dame, mais je me réserve de vous le dire maintenant parce que je voudrais tout simplement que vous arriviez à le découvrir avec moi, à découvrir l'identité de cette personne. De ce fait, je vous invite donc à suivre notre rubrique Portrait. On se retrouve tout de suite après. Dame imposante de 1,80 m, la trentaine révolue, dame professionnellement accomplie, mère de 2 enfants, nous nommons la prophétesse Tindra Obeni. Madame Tindra Obeni, manager logistique, fondatrice d'association, coach de vie, professionnelle expérimentée en logistique, Madame Tindra Obeni évolue depuis plus de 10 ans en tant que manager logistique au sein d'une entreprise reconnue. Actuellement, elle est engagée dans un processus de validation des acquis de l'expérience, en sigle VAE, en vue de l'obtention d'un master en supply chain à l'école HEC du Sénégal. Parallèlement à sa carrière en logistique, elle est fondatrice de 2 associations, à savoir Voix des femmes et le ministère de la sanctification, dans lequel elle est prophétesse. À travers ces 2 associations, Madame Tindra Obeni œuvre pour l'émancipation des femmes et le développement spirituel des femmes et des hommes. Diplômée en réseau et communication, elle a également suivi une formation en coaching à l'Institut des neurosciences appliquées, en sigle INA à Paris, lui permettant ainsi d'accompagner et de guider les individus dans leur développement personnel et professionnel. Passionnée par la logistique, le leadership féminin et le coaching, Madame Tindra Obeni allie expertise opérationnelle et engagement social pour impacter positivement son environnement. Pour étayer ce propos, nous vous invitons à suivre avec nous le témoignage de quelques membres de son Église et aussi le témoignage des personnes qui la connaissent dans la vie normale. Alors, s'il faut décrire Tindra, je parlerai plutôt de résilience. J'aime souvent le dire. Il ne s'agit pas juste de dire quelles valeurs nous promouvons, mais il s'agit plutôt de l'incarner. Et Tindra, au quotidien, le prouve, elle incarne la résilience. C'est une personne qui sait reconforter, qui sait orienter. Au regard de ce qu'elle a vécu, au regard de son expérience, elle est légitime dans ce qu'elle fait. Et tout ce que je peux lui souhaiter en ce jour, c'est bon vent et de toujours demeurer cette personne qui est au cheveu des autres, qui partage son expérience, qui fait en sorte que les autres ne puissent pas tomber dans les mêmes vicissitudes qu'elle et que les autres puissent toujours aller de l'avant parce qu'elle est un leader. Et oui, je vous l'avais dit, nous sommes une fois de plus sur ce plateau de F Active avec la dame que vous venez de découvrir au travers de notre rubrique Portrait, à qui nous allons d'ailleurs directement demander de se présenter. Madame, bonjour, nous venons de suivre le portrait et les téléspectateurs aimeraient savoir qui vous êtes. Alors bonjour, tout d'abord je vous remercie
de me recevoir sur le plateau de l'émission dédiée uniquement aux femmes. En tout cas, c'est encourageant votre initiative. Ça permet de découvrir la femme, de découvrir les talents, de découvrir qu'au Congo aussi, il y a des femmes dynamiques, il y a des femmes qui impactent, il y a des femmes émancipées. Alors, la dame que vous recevez aujourd'hui, je suis une citoyenne congolaise, en tout cas je tiens à le préciser, mère de 2 enfants. Je suis responsable logistique dans une société de la place, une société connue, une société de la place. J'ai plusieurs casquettes, alors je ne sais même pas sur quelle casquette que je vais naviguer. Je suis aussi présidente de 2 associations. La première, c'est l'association Voix des femmes, qui défend les droits de la femme, donc l'émancipation de la femme, et ça tombe bien. Nous sommes aussi le 8 mars, la journée de commémoration de la célébration de la femme. Et oui, Madame Tondra, justement, déjà, nous allons entrer carrément dans le vif du sujet. Et premièrement, nous aimerions savoir, c'est vrai que vous êtes congolaise, comme vous l'avez dit, mais déjà votre nom et prénom, il serait quand même bien. Nous savons déjà que vous avez 2 beaux enfants, c'est ça, tel que vous venez de le dire. Mais nous aimerions déjà savoir quel est votre nom et puis pourquoi avez-vous choisi d'être dans la logistique. C'est quand même une branche qui est un peu l'apanage des hommes. Hein. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans la logistique, en fait. Alors, je me nomme Madame Obénie Tondra. Alors, votre question, pour une question du 8 mars, je trouve ça assez sexiste. Qui dit que la logistique, c'est l'apanage des hommes? Ou c'est l'impression qu'on nous a toujours donnée en réalité? Peut-être l'impression qu'on nous a toujours donnée. Ah oui, je pense qu'on nous a toujours donné. Parce que quand on réalise que nos mamans, quand elles sont au champ, ou quand elles font des travaux ménagers. C'est aussi une forme de logistique. Hein. Gérer une maison, c'est une forme de gestion d'une chaîne logistique, moi je pense. Hein. Alors, logistique, peut-être qu'on a donné l'image que c'est un secteur où on emploie beaucoup d'hommes, parce qu'on a l'idée de la logistique de, comment dirais-je, de l'effort physique. Généralement, logistique renvoie à manutention, alors que dans la logistique, il n'y a pas que la manutention. Il y a la réflexion, il y a les achats, il y a le transport, il y a beaucoup de choses dans la logistique. Mais c'est la raison pour laquelle nous disons que c'est un peu réservé aux hommes, parce que vous réaliserez qu'il n'y a pas beaucoup de femmes chefs de logistique en fait quand vous regardez un peu les structures. C'est souvent des hommes. Oui, mais de plus en plus. Souvent des hommes, de plus en plus on a des femmes qui s'intéressent maintenant à ce secteur. Et Madame Tondra, dites-moi un peu, en tant que Congolaise, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a emmené à aller faire des études de logistique? Voilà, on aimerait bien savoir. Alors, j'ai un parcours assez atypique. D'accord. J'ai jamais fait des études en tant que telle de logistique. Ok. J'ai fait des études de réseau et communication. Alors, il s'avère que je cherchais du travail. À la recherche du travail dans ce secteur, je ne trouvais pas. J'ai étudié à l'université Paris 8, à Paris. Et au final, je me suis dit, si je continue à me résilier dans ce couloir-là, je finirai peut-être à rester très longtemps au chômage. Il faut que j'essaie de m'adapter, de prendre tout ce que la société peut me proposer comme travail. C'est comme ça que je me retrouve dans la logistique. Et au début, je suis dans la logistique, mais dans le secteur de la pièce automobile. Donc, je suis approvisionneuse. J'approvisionne les pièces détachées que j'achetais chez les différents constructeurs de pièces. Donc, je me retrouve dans la logistique, on va dire, pas par hasard, mais l'envie et la détermination de ne pas rester au chômage. Et c'est ce que je conseillerais aux femmes aujourd'hui. Il faut être agile, facile à s'adapter. Il ne faut pas se fermer, parce qu'on a été formé dans un secteur, et quand on ne trouve pas du travail dans ce secteur, rester là et se lamenter sur son sort. Non. L'avantage de faire des études universitaires, des études de management, ça nous donne la capacité à s'adapter dans tous les secteurs, dans tout ce qui se propose en fait.
C'est comme ça que je me retrouve dans la logistique, Madame Liliane. Je n'ai pas du tout fait les études. Oui, Madame Sandra, ok, vous n'avez pas fait des études, mais déjà vous éveillez notre esprit sur autre chose. Mais attendez, donc ça veut dire que vous avez commencé par la logistique des pièces détachées de véhicules, quoi. C'est Donc, ça. on peut dire que vous avez une petite maîtrise des pièces constitutives d'un véhicule. Écoutez, non, du tout. Quand j'ai commencé, alors, j'avais même pas un permis, déjà, je ne savais pas conduire. Quand je passe l'entretien, on me pose la même question que vous venez me poser. Vous êtes venu postuler dans la logistique, dans le secteur des pièces auto. Qu'est-ce que vous connaissez de la pièce auto? Je dis, je connais rien du tout. On me dit, mais pourquoi on doit vous recruter? Parce que je connais pas, donc je vais apprendre. Je serai apte à apprendre. Parce que j'ai envie de travailler et j'ai envie de découvrir. Et c'est au fur et à mesure, je suis restée quand même 7 ans. Et j'ai commencé à comprendre. Mais Madame Sandra, déjà, directement, vous pouvez nous citer quelques pièces que vous connaissez d'un véhicule, parce que je suis quand même un peu émerveillée de voir une femme en plus dans la logistique des pièces auto. Ça ne prend pas les rues, madame. Ah là là, il y a beaucoup. Les pièces auto, il y a le véhicule, c'est un domaine où il y a tellement de pièces. Ce sont les pièces les plus connues, en fait. Les patins de frein, comme on dirait, les disques d'embrayage, les pneus. Il y a beaucoup de choses, je ne sais pas. Il y en a tellement. Voilà, donc là, nous avons sur notre plateau une dame qui s'est intéressée à la logistique. Bon, de fortune, hein, qui s'est intéressée à la logistique tout simplement parce que... Est-ce que je me suis intéressée? Voilà, elle a juste commencé à faire de la logistique tout simplement parce que c'était ce qui s'est présenté à elle. Donc, elle n'a pas baissé les bras, elle s'est posé la question de savoir, j'ai fait réseau communication, est-ce que je devrais rester à la maison jusqu'à trouver exactement ce que j'ai appris à l'école? Mais non, il faut trouver en fait un gagne-pain, et donc cette dame a été assez... a accepté justement de se laisser aller dans un métier en fait qu'elle ne maîtrisait pas au départ. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de savoir que Madame Tondra a travaillé également dans la logistique des pièces automobiles. Et bien qu'elle ait commencé par cette logistique-là, aujourd'hui je pense qu'elle est plus à l'aise. Elle maîtrise peut-être un secteur, elle a une valeur ajoutée en fait dans sa connaissance premièrement, et deuxièmement, ça lui a permis également d'avoir un deuxième métier parce que elle part de communicatrice en réseau pour spécialiste en pièces auto, voilà, spécialiste en logistique, quoi. Experte en logistique aujourd'hui. Donc ça prouve déjà qu'elle est partie du point A pour un point B, mais pas parce qu'elle voulait vraiment, mais c'est tout simplement parce qu'elle était obligée d'emprunter ce chemin-là. C'est déjà un très bel exemple à suivre pour vous les dames également qui nous suivez, qui dites par exemple, vous dites par exemple que vous avez appris l'informatique, mais bon, vous n'arrivez pas à trouver un boulot dans l'informatique, et vous baissez les bras tout simplement parce que c'est tout ce que vous avez fait. Mais là, nous avons une dame qui nous donne un exemple et qui nous fait comprendre qu'on peut partir d'un métier à un autre tout simplement pour éviter de rester au chômage du fait que nous n'ayons peut-être pas le poste qui nous convient. Par le parcours de Madame Tondra, nous arrivons à comprendre qu'un intellectuel également, Madame Tondra, est une personne qui devrait en réalité être polyvalent. Et la polyvalence, c'est également une forme d'intelligence, Madame Tondra. Et donc, justement, pour continuer à parler de vous, Madame Tondra, et à parler de votre parcours, bon, vous avez choisi après de faire logistique, d'accord. Mais maintenant, on aimerait savoir, vous êtes partie de la logistique, à coach de vie, après, vous vous retrouvez dans les associations, mais ça fait un peu trop, Madame Tondra. Mais avant même d'aller à coach de vie, je suis partie de la logistique. Alors j'ai fait un transit, j'ai transité en tant que vendeur d'espaces publicitaires. D'accord. J'ai vendu des espaces publicitaires, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais ça, pas ici, ailleurs. Ici, dans une société à place. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas se fermer dans un secteur. Donc, quand j'arrive au Congo, je suis débauchée par une société de vente d'espaces publicitaires. En fait, je me disais, enfin, pour une fois, je vais quand même travailler dans le secteur où j'ai étudié, j'ai fait de la com pour moi, je touchais un peu ce que j'ai fait comme études. Donc, je suis arrivée, je suis restée, alors, on va se dire un an, je pense 9 mois ou 1 an. J'ai vendu l'espace publicitaire, mais il n'y avait pas assez de challenge. Je trouvais assez monotone. Et après, j'ai décidé, bon, je vais repartir dans la logistique. Et là, j'ai eu l'opportunité non seulement de repartir dans la logistique, mais d'occuper un poste de manager, manager les équipes. Donc, c'est une nouvelle compétence que j'ai rajoutée parce que quand j'étais approvisionneuse,
Je ne manadiais pas les équipes, mais je manadiais les fournisseurs. Donc, je faisais le management de fournisseurs. Et donc, quand j'arrive au Congo avec le poste que je fais actuellement, je découvre le management des équipes. Alors, du management au coaching. Pourquoi je m'intéresse au coaching? Il y a eu des choses qui se sont passées dans ma vie, que j'ai traversées dans ma vie, des choses assez difficiles, où j'avais besoin de trouver en moi de la ressource. J'avais besoin de trouver en moi des capacités, de la résilience à ne pas baisser les bras, à ne pas tomber. Et j'ai commencé à écouter des vidéos des coachs. J'ai commencé à écouter des vidéos des motivateurs. Et tiens, je me suis dit, mais pourquoi pas? Si moi j'ai pu m'en sortir grâce au coach, grâce aux motivateurs, je peux apporter aussi cette expertise aux femmes qui sont autour de moi. Je peux dire que le coaching que vous faites n'est réservé qu'aux femmes ou bien aux hommes également? Non, c'est réservé à tout le monde, mais la majorité du panel que j'ai ou des clients que j'ai, ce sont des femmes. Le coaching, vous entendez quoi par là? Est-ce que vous coachez les femmes qui ont des problèmes sentimentaux, qui ont besoin de développement personnel, voilà, dans quel cadre? Je coach les femmes dans leur vie personnelle qui veulent surmonter les peurs, surmonter les stress, des situations de deuil, des situations de rejet, le mal-être en fait, la restauration de l'âme, puisque je suis aussi pasteur, donc ça coïncide un peu. Hein. Ce sont des couloirs qui peuvent un peu se chevaucher, mais je coach aussi des personnes qui veulent changer de vie. Et vous coachez aussi les couples parce que nous réalisons qu'aujourd'hui il y a beaucoup de couples qui ont des problèmes également. Hein. Malheureusement, les coachs de couple, des coachs matrimoniaux ne sont pas, je ne pense pas qu'il y en ait ici, on peut les appeler peut-être des témoins, mais est-ce qu'on a des professionnels matrimoniaux? Je ne sais pas trop, parce qu'après à un certain moment on a toujours besoin, quand on a des problèmes de couple ou quand des problèmes commencent, parfois certains couples ont besoin d'être coachés pour pouvoir sortir de certaines crises. Et vous avez bien pensé à mettre en place des professionnels de dire déjà, quand on choisit des témoins, on choisit des gens qui ont une expérience. Quand on choisit des témoins, on choisit des gens qui ont un parcours, qui ont peut-être traversé des choses que vous allez être amenés à traverser. Donc des témoins, quelque part, quand vous les choisissez, c'est un peu comme des coachs qui sont là à vous aider pendant les moments de crise et des moments de gestion de conflit. Et pourquoi pas vous aider à avoir une vie de couple épanouie. Mais on a l'impression que les gens ne choisissent plus les coachs en tenant compte de ces aspects-là. Beaucoup de personnes choisissent les coachs, je pense, par rapport à la notoriété de la personne, peut-être par rapport au poste de la personne, par rapport aux possibilités financières de la personne, ou bien par rapport aux affinités que les personnes ont. C'est une grave erreur. Voilà. En tout cas, je ne conseillerais pas ça aux jeunes mariés ou aux gens qui souhaitent se marier, je ne conseillerais pas. On choisit un témoin, ok, déjà parce que le nom le dit, ils étaient là, ils étaient témoins de cette relation, ils peuvent témoigner où vous avez commencé. On choisit des gens qui vous connaissent, qui connaissent vos tempéraments, vos réactions. On choisit des gens que vous êtes capable d'écouter. Parce qu'il faut que tu sois capable d'écouter ton témoin. On ne prend pas un témoin qu'on n'est pas capable d'écouter, c'est pas possible. En cas de crise, ça soit une personne vers laquelle tu peux poser ton épaule, tu peux t'exprimer librement. Donc, choisir un témoin juste parce qu'il a la notoriété, parce qu'il est connu, c'est une grave erreur. Je ne conseillerais pas ça. Nous avons tendance à penser que le coaching est beaucoup plus à l'extérieur. Pourquoi? Parce que quand on parle de coaching ici sur place au Congo, on a tendance à penser que ce n'est que le coaching professionnel en fait. Dites-nous un peu pourquoi penser personnellement à avoir un coach? Une personne par exemple qui n'est pas mariée, pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin d'avoir un coach? Ok, il y a des coachings dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines. Je peux avoir un coach qui peut t'aider à surmonter tes peurs. Mais un psychologue peut le faire. Le psychologue, là, tu rentres un peu dans le domaine médical. C'est quand tu as vraiment maintenant des problèmes psychologiques, des problèmes reliés à la médecine. Mais parfois, ce que tu traverses, ce n'est pas forcément relié à la médecine, c'est juste que tu as un problème de confiance en soi. C'est peut-être des blessures intérieures qui doivent être guéries. Parfois, tu as juste besoin de parler. Un coach aussi peut jouer, entre guillemets, un rôle d'un psychologue, même s'il n'a pas le diplôme, il n'est pas psychologue. Vraiment, je tiens à le préciser. Un coach n'est pas psychologue, mais c'est une personne qui peut être là à t'aider à surmonter des événements dans ta vie, des événements qui peuvent se produire de ta vie. Donc, on ne choisit pas seulement le coach parce qu'on est marié. Même une personne célibataire peut avoir besoin d'un coach qui va l'aider à prendre la parole en public. C'est important, il y a d'autres personnes. Parole en public. Un coach qui peut t'apprendre à gérer ton temps. Parce que quand il faut allier
vie privée, vie professionnelle, vie maritale. Parfois, on peut se perdre, on peut être débordé et on peut faire appel à un coach. Un coach, c'est quelqu'un qui est expert dans le domaine où toi, tu cherches à être expert, où tu cherches à maîtriser. C'est ça le coaching. On pourrait dire donc que vous êtes là, vous aidez un peu ceux qui ont des petites lacunes à les corriger et vous les aidez par exemple, je prends un cas simple, une personne qui est timide de nature, vous pouvez emmener la personne timide à pouvoir gagner en confiance en soi, Oui. pour pouvoir justement s'exprimer librement en public. Déjà, je vais comprendre pourquoi cette personne est timide. D'où vient sa timidité? Est-ce que la personne a toujours été timide parce que c'est un trait de caractère? Est-ce que la personne est devenue timide face à un événement de sa vie, face à une situation de sa vie? Et en fonction de ces éléments-là, nous allons travailler pendant des semaines, pendant des mois, pour aider la personne à s'affirmer. Alors d'accord, Madame Tandra Obéni, mais je rappelle, chers téléspectateurs, que Madame Tandra Obéni est une dame multicasquette, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc elle est manager en logistique et également coach de vie. Il est important de préciser ce pourquoi elle est coach, parce que beaucoup de gens pouvaient se perdre en se posant la question de savoir, oui, coach de vie, mais un coach sert à quoi? Je crois qu'elle a donné tous les renseignements. Vous pouvez par exemple avoir un problème de timidité, vous avez besoin de surmonter cette peur, peur par exemple de vous présenter en public. Il y a des personnes qui ont du mal à se présenter en public, à se montrer en public, mais Madame Tandra est là pour pouvoir justement vous accompagner. Son travail de coaching, c'est vous emmener à gagner en confiance. Je tiens à préciser aussi, Madame Liliane, c'est très important de le souligner, on ne devient pas coach parce qu'on désire devenir coach. Il faut faire quand même des formations, des certifications, des études pour être coach. Parce qu'on étudie quand même une partie de la psychologie de la personne. Non, non, vous revenez sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut dire qu'un coach, en réalité, est aussi en partie, il peut être en partie un petit psychologue, en fait, parce que on ne peut pas, à mon sens, en fait, je pense qu'on ne peut pas vraiment connaître les humains sans étudier la psychologie de l'être humain. À mon sens, c'est un peu comme ça que nous pensons. Après, nous ne sommes pas aussi experts que nous sommes vous, experts, je ne suis pas non plus psychologue parce que je tiens à le préciser. Oui. Psychologie, c'est quand même plus de 5 ans d'études. Hein. D'accord. Alors pour être coach, il y a des formations, 1 an de formation, 6 mois de formation. Mais c'est important de prendre des cours si quelqu'un désire d'être coach. Alors, je tiens à préciser, chers téléspectateurs, que Madame Tandra Obéni a fait des études de coaching, s'il vous plaît. Même si elle dit qu'elle n'est pas psychologue, oui, elle ne l'est peut-être pas, mais elle est coach parce qu'elle a fait des études de coaching. Alors là, c'était juste pour préciser aux téléspectateurs qui se posent sûrement des questions. Voilà, Madame Tandra, vous êtes également présidente des associations Voix de Femmes et ministère de la Sanctification. Donc on aimerait savoir, mais pourquoi avoir pensé également à mettre en place des associations et comment vous faites, comment vous répartissez un peu tout ça? Vous êtes prophétesse d'une église, vous êtes expert en logistique dans une société de la place, donc nous taisons le nom pour tout simplement pour respecter votre vie privée, votre vie professionnelle. Et en dehors de ça, vous êtes coach de vie. Mais vous avez également des associations et vous êtes prophétesse, ça veut dire que vous devez également gérer voilà, vos fidèles. Ouais. On se pose la question de savoir comment vous faites. Je pense qu'il faut trouver juste un équilibre entre la vie professionnelle, sa vie privée et la vie associative. D'accord. Vous vivez par agenda ou quoi? Je ne comprends pas. Tout est... je note et je note. Et j'aime pas faire les choses improvisées. Tout chez moi doit être réglé, planifié. D'accord. Rendez-vous pris à l'avance, voilà, tout est parce que je la sais semaine est déjà... Au travail du lundi au vendredi, donc de 8h à 17h30, voire 18h. Ça veut dire que pendant déjà ce laps de temps, je ne suis pas disponible. On sauf la peut-être pause. à ma pause. Oui. Voilà. Donc parfois, j'optimise ma pause pour faire autre chose. Donc je peux prendre un rendez-vous de coaching entre midi et 2. Je peux prendre un rendez-vous de suivi des âmes entre midi et 2. Je peux prendre un rendez-vous associatif entre midi et 2. Et samedi, dimanche également. Samedi, dimanche. Alors, j'ai une règle, un principe. Le samedi, généralement, je ne sors pas. Le samedi, je prépare mon culte. Donc, le samedi, je consacre cette journée à l'église, les activités de l'église. Parce que l'église doit vivre. Il faut faire vivre l'église. Et vous savez, quand un leader est tout le temps absent, parfois on a du mal à drainer. Donc les samedis, parfois j'ai des formations avec les jeunes des églises, j'ai des programmes avec l'église. Les dimanches matins, c'est le culte. Et après le culte,
J'ai peut-être 2 heures où je passe encore avec les leaders de l'église, mais les dimanches après-midi, c'est repos et le soir, c'est avec les enfants. En tout cas, j'essaye du mieux que possible de passer aussi du temps avec les enfants. Et généralement, les dimanches, c'est resto avec les enfants. Dimanche après-midi, c'est activité avec les enfants. Et ça ne m'empêche pas non plus, quelques soirs après le travail, de suivre un dessin animé avec mes garçons, de suivre le film avec mes garçons. Tout est une histoire de planifier. Et généralement, moi je dis qu'on va se reposer quand on va mourir. J'ai le temps de dormir éternellement, en tout cas jusqu'à ce que Christ revienne. J'ai le temps de dormir. Donc, tant que je peux, je travaille, je rentabilise. Mais je n'oublie pas aussi à m'octroyer des vacances. Madame, s'il vous plaît, Madame Tondra, une idée nous vient à cœur parce que vous dites que vous êtes pasteur, vous trouvez du temps pour l'église. Mais on aimerait savoir, vous, jeunes, aussi belles et jeunes, pourquoi avoir pensé à être pasteur? On a toujours tendance à penser que les pasteurs, ce sont des personnes qui n'ont pas réussi dans la vie. C'est surtout ce que les gens pensent en fait. Et nous ne le disons pas parce que ça sort de nous. Nous répétons un peu ce que d'autres pensent. Mais là, nous pensons que vous êtes professionnel et vous êtes pasteur, mais on est tenté de savoir si vous gagnez déjà très bien votre vie en tant que responsable dans la société que je connais, mais que je ne vous dirai pas, voilà. Et vous gagnez déjà très bien votre vie là-bas, mais on se pose la question de savoir, mais pourquoi vous servez le Seigneur? Même si vous servez le Seigneur par amour, mais nous aimerions vous l'entendre le dire en fait. Beaucoup de préjugés, hein, en tout cas. Alors, est-ce que je peux faire une confidence? Oui, bien sûr. Je n'ai pas choisi d'être pasteur. J'ai été appelé par Dieu à devenir pasteur. Très bien. C'est pas mon propre choix. Hein. Parce que je vous assure que c'est une responsabilité. C'est une charge énorme et assez lourde sur les épaules d'une personne. Donc, je deviens pasteur. J'ai toujours été chrétienne, ça c'est sûr. J'ai toujours fréquenté une église comme une bonne chrétienne. J'ai toujours aimé les choses spirituelles. Mais je m'étais jamais vue à paître des brebis, à être sur la chair. Je préférais ma petite vie tranquille, ma petite vie sans histoire. Mais j'ai reçu la visitation de Dieu. Je suis pasteur parce qu'il m'a appelé à être pasteur et que j'ai accepté son appel. En tant que femme, est-ce facile d'être pasteur? Et toutes ces brebis que vous avez autour de vous, Alors, pas de frustration, pas de... voilà. Alors c'est pas facile, mais je tiens quand même à préciser quelque chose parce qu'il faut que je le précise. On n'est pas pasteur parce qu'on est mendiant. On n'est pas pasteur parce qu'on est pauvre. On n'est pas pasteur parce qu'on a raté sa vie. Ah non, loin de là. Nous sommes des ministres de Dieu. Donc être ministre de Dieu, c'est quand même un titre assez élevé. C'est un privilège d'être pasteur. Oui, je gagne bien ma vie. Mais vous savez, la parole de Dieu dit, tout passera. Demain, je peux être à la retraite, je ne gagnerai plus forcément ce que je gagne actuellement. Je suis pasteur parce que c'est un appel. Et on est pasteur parce qu'on aime les choses de Dieu. Si on va avec l'idée de se dire que être pasteur, c'est pour se faire de l'argent, on devient un charlatan et on devient un vendeur d'illusions et un voleur. Voilà, Madame Liliane. Très bien, Madame Et Tondra. être pasteur en tant que femme, quand dans tous les secteurs, c'est pas facile parce que c'est un monde masculin. Et vous savez que déjà, l'ego des hommes, parce que pasteur aussi, pendant très longtemps, on s'est toujours dit que c'est un rôle réservé aux hommes. Quand on regarde peut-être chez les frères catholiques, où il n'y a quasiment pas de femmes, c'est que des hommes, on a toujours eu cette idée que être pasteur, c'est réservé aux hommes. Non. Vous faites face à quel regard quand par exemple, vous êtes dans une campagne, voilà, vous devez prêcher également une conférence, vous êtes peut-être la seule femme, mais quand vous rencontrez les autres pasteurs dans le milieu pastoral, vous faites face à quel regard en tant que femme? Parce que je pense qu'il y a deux courants, hein. Il y a un courant selon lequel les femmes ne doivent pas monter sur la chaîne, prêcher, et un autre courant qui autorise justement aux femmes de prêcher. Je vais me dire quelque chose, je ne perds pas mon temps à savoir ce qu'ils pensent de moi ou pas. Je fais ce que j'ai à faire. Parce que je pense que dans le spirituel, il n'y a pas de sexe. La parole de Dieu dit qu'un ami juif, il n'y a pas de sexe. Donc, les gens parleront toujours, que ça soit dans le monde sacerdotal, que ça soit dans la vie de tous les jours, en tant que femme, il y a toujours des préjugés. Donc, vraiment, ce que les gens pensent de moi, alors, je ne vais pas être grossière, je vais dire simplement, ça ne m'importe peu. Très bien, Madame Tondra le précise bien.
On n'est pas pasteur, chers téléspectateurs, parce qu'on a raté sa vie. Alors là, c'était l'emmener à le dire tout simplement pour arriver à montrer aux chers téléspectateurs qui pensent que les pasteurs sont des personnes qui ont raté leur vie. Vous prouvez déjà qu'il y a des pasteurs qui gagnent très bien leur vie professionnelle, qui n'ont pas raté leur vie, qui sont allés à l'école, qui ont fait des études et qui travaillent aujourd'hui, mais qui ont décidé de répondre à l'appel du Seigneur. Donc c'est pas elle qui a choisi, mais c'est le Seigneur qui l'a choisi, comme elle vient de le dire, chers téléspectateurs. Alors Madame Tondra, pour continuer sur vous, on aimerait savoir, dans l'exercice de toutes ces fonctions que vous venez de nous citer là, quel a été votre plus mauvais souvenir de la vie? Oula, les mauvais souvenirs. La chose qui vous a le plus choqué dans votre vie? Dans ma vie, la trahison. Et le manque de reconnaissance, même si la parole de Dieu dit, la reconnaissance ne vient pas des hommes. Vous savez, être pasteur, c'est un métier assez ingrat. La même personne que tu soutiens aujourd'hui, c'est la même personne qui te critique demain. Donc l'ingratitude des gens, oui, ça m'a beaucoup choquée parce que je suis une personne, j'ai peut-être été victime de ma gentillesse. J'ai peut-être été victime, on dit souvent que j'ai une belle âme, que j'ai un grand cœur. J'ai été victime de ça. Mais je pense que... Un exemple? Il y a tellement d'exemples. Mais l'exemple qui vous a le plus choqué en fait. Tu peux tendre une personne, tu tends la main à une personne, la personne se serre, elle prend ce qu'elle a à prendre et après la personne se retourne contre toi. En fait, ça, j'en ai vraiment connu moi dans ma vie. Des trahisons. C'est ça qui m'a choqué, c'est les plus mauvais souvenirs. Mais tant qu'on vit, hein, je pense que ça, il y en aura toujours. Mais je le vivrai autrement. Parce que je sais à quoi m'attendre aussi. Je vais vivre autrement. Et quel a été votre plus beau souvenir de la vie? Votre plus belle réussite? Ma plus belle réussite, c'est avoir le privilège d'être connu par Dieu. Et d'avoir cette grâce de porter dans mon sein, de me donner la vie. Ce sont mes enfants. Ils me donnent la force de me lever tous les matins. Ils me donnent la force de me battre. Je ne peux pas le décrire en fait. Ce sont mes enfants. C'est ma plus belle réussite. Après vient la carrière. Et le départ de votre époux? Oh, je ne savais pas que vous alliez parler de ça. Alors, le départ de mon époux, oui, vous avez bien fait de dire le départ. Parce qu'il m'a juste précédé, il est juste parti, mais il vit. Il vit dans la félicité céleste. C'était une épreuve. Je ne souhaiterais même pas ça, mon pire ennemi. Mais cette épreuve a fait ressortir en moi quelque chose de fort. J'ai découvert que j'avais une capacité de surmonter l'insurmontable. La résilience, de ne pas baisser les bras. Et finalement, de se dire que c'est pas une fatalité en soi. Parce qu'on sent que vous avez transporté tout cet amour que vous aviez pour lui sur les enfants. Vous parlez des enfants avec tellement de passion et c'est assez touchant. Je pense qu'en tant que mère, on parle toujours de ses enfants avec assez de passion. Porter 9 mois, c'est pas facile. Hein. Oui, mais professionnel, avec toutes les casquettes que vous dites, on se pose après la question de savoir, peut-être que les enfants passent au second plan. Non, du tout. Même si mon fils, parfois, il me dit, maman, l'église prend trop de temps. Mais mes enfants passent avant. Dieu et ensuite mes enfants. Très bien. Madame Tondra, on va souffler un peu, mais nous allons aller du côté de la régie pour regarder ce que dit la loi Mouibara. Voilà, chers téléspectateurs, c'est votre rubrique Mouibara. Pourquoi avoir pensé à mettre en place cette rubrique? Tout simplement parce que nous avons cette loi qui a été promulguée par le Sénat et l'Assemblée nationale et nous souhaitons en fait permettre à ce que le ministère de la Femme vienne également sur ce plateau et se saisisse surtout de la rubrique Mouibara pour pouvoir avoir un outil de travail pour expliquer à la population tous les articles de cette loi. Parce que nous remarquons en fait que beaucoup de gens méconnaissent la loi et sortent la loi, en fait ces personnes sortent la loi de son contexte en fait, et ces personnes-là
interprètent la loi de manière vraiment totalement erronée. Pas toutes les personnes, parce qu'il y en a qui comprennent, il y a des personnes qui comprennent, mais c'est pas tout le monde qui comprend cette loi. Et il est important justement d'avoir un espace, donc FATI tend la perche au ministère de l'intégration de la justement arriver à expliquer aux dames, au travers de cette rubrique, article par article, et surtout nous aimerions aussi avoir quelques bribes d'action que la ministre Ngani a l'habitude de faire avec les femmes, pour les rétablir dans leurs droits et autres, parce que c'est très important. Et d'ailleurs, jusqu'à ce jour, nous continuons toujours à observer un peu les sortes de violences faites aux femmes, des agressions filmées sur TikTok, sur Facebook, également des agents de la mairie qui se permettent de battre les femmes, tout ça. C'est l'occasion de faire des grandes sensibilisations et surtout emmener ceux qui se conduisent mal envers les femmes, les violences faites aux femmes, expliquer aussi à tout le monde qu'est-ce qu'on appelle violence faite aux femmes. Il y a la violence verbale, il y a la violence physique, il y a la violence psychologique également. Nous avons besoin de connaître tout ça et donc c'est l'occasion pour vous de pouvoir nous expliquer un peu tout ça. Alors là, aujourd'hui, nous voulons parler d'un article. La dernière fois, nous avions aussi planté un peu le décor au travers de la lecture, de la définition de la femme et de la jeune fille également, parce que Madame Tondra en avait dit entre-temps qu'à l'article 2, on a expliqué qu'au sens de la présente loi, on entend par femme toute personne de sexe féminin de tout âge et fille, toute personne de sexe féminin âgée de 18 ans. Donc une fille âgée de 18 ans, une personne de sexe féminin âgée de 18 ans est une fille. Âgée de moins de 18 ans est une fille. Mais une personne de sexe féminin âgée de plus de 18 ans, c'est une femme. Donc s'il vous plaît, chères personnes qui ne connaissaient pas en fait la définition des filles et des femmes, arrêtez d'appeler les jeunes filles de moins de 18 ans des femmes. Et arrêtez d'appeler des dames de plus de 18 ans des filles. Ce ne sont pas des filles, ce sont des femmes. Voilà, c'était déjà pour arriver à rectifier un peu en rapport avec ce que la loi Ibarra dit. Et nous avons également l'article 3, Madame Tondra Obéni, qui dit « Constitue une violence à l'égard de la femme toute atteinte physique, morale, sexuelle ou économique à son égard et qui entraîne pour elle un préjudice, une souffrance ou un dommage corporel, psychologique, sexuel ou économique, tant dans la vie publique que dans la vie privée. » Alors, nous assistons, Madame Tondra Obéni, à certaines relations, par exemple, qui tournent mal. Monsieur, parce que la dame le laisse tomber, il se permet de faire des publications de vidéos de la dame, ou bien des publications de photos. Aujourd'hui, c'est monnaie courante, ça court un peu bien. Là, cette loi, en fait, explique que cela constitue des violences faites aux femmes. Aujourd'hui, Madame Tondra Obéni, vous êtes présidente d'une association Voix des femmes. C'est une belle aubaine pour moi de vous recevoir sur ce plateau, parce que, étant présidente de Voix des femmes, là, nous tombons sur la loi Mouébara. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette loi? En fait, la loi Mouébara, je tiens vraiment à féliciter toutes les femmes qui ont milité, qui se sont battues, afin que l'on puisse reconnaître la violence faite aux femmes. On a toujours plus ou moins évoqué les violences faites aux femmes, mais il fallait beaucoup de courage et tenir bon jusqu'à ce que ça soit reconnu et que le Sénat en 2022 vote cette loi, que ça soit reconnu publiquement, officiellement. Vraiment, je tiens à féliciter toutes les femmes qui ont œuvré pour que l'on reconnaisse que les femmes étaient mises à l'écart. La violence des femmes n'était pas prise en compte et maintenant, nous sommes fiers que l'on reconnaisse que nous subissons des violences tant morales, sexuelles, psychologiques et parfois physiques. Donc, j'aimerais, comme vous l'avez su le dire, qu'on continue à divulguer ces lois, parce qu'il y a beaucoup de femmes, moi je reçois beaucoup de femmes qui ne maîtrisent pas, qui ne sont pas au courant qu'il y a une loi qui existe, la loi Mouébara. Je sais que la ministre a déjà mené des campagnes, en train de mener des campagnes, en tout cas, bravo à la ministre de la Femme, Madame Ngani, mais il faut encore aller plus dans les marchés, dans les secteurs défavorisés, en plusieurs langues, les langues vernaculaires, qu'on fasse des sessions de sensibilisation, des colloques pour que ces informations-là soient divulguées. Et je tenais aussi à féliciter vraiment l'association des femmes juristes. Les femmes juristes aussi
qui ne sont pas de marque, qui ne sont pas laissés. Je crois que c'est les dames qui avaient lancé à l'époque Mibeko. Je crois que nous suivions à l'époque, il y avait des conférences comme ça, des sortes de retrouvailles à Mibeko. C'est ça. Après, je ne sais pas trop. On n'en parle plus apparemment, et c'était quelque chose de très bien. C'était très bien, et je pense on a assisté. Il faudrait qu'on relance en fait. Il faut relancer ces campagnes-là chaque année. Il faut trouver des moments, surtout qu'on est le 8 mars, c'est aussi l'occasion de sensibiliser encore sur la loi Moïbara qui protège vraiment les femmes. Je vous assure, Madame Viviane, ça fait de la peine que tu vives autant d'années avec un homme, que tu t'y investi, même si je n'ai pas rapporté en termes d'argent financièrement dans un couple, mais voilà, tu donnes ton énergie, tu élèves les enfants, tu prends soin du mari, et que pour une raison, peut-être pour un divorce, que tu te retrouves dans la rue, alors que tu as donné 15 ans de ta vie, 20 ans de ta vie, ou encore un décès, que la famille ne reconnaisse pas ton droit. Ça peinait, hein. Du jour au lendemain, il y a des femmes qui se retrouvaient dans des situations de précarité, dans des situations de pauvreté. Mais je tiens à féliciter parce que aujourd'hui, et je pense que dans les années à venir, ce sont des cas qui deviendront isolés. Et je précise aussi, ou j'insiste aussi sur le fait que la violence est devenue quelque chose de vulgaire. Sur les réseaux sociaux, on vulgarise la violence comme si c'était normal. Ça aussi, je pense qu'il faut qu'on commence à sanctionner ces TikTok-là ou les réseaux sociaux qui exposent la violence comme si c'était monnaie courante, quelque chose de normal. Quelqu'un a la facilité de filmer une scène de violence, une scène de viol même, et de publier. Je pense que sur ce côté-là aussi, il faut que l'État ou la femme, la ministre de la promotion de la femme, doit prendre des mesures. Que la violence ne doit pas être acceptée sur les réseaux sociaux. Voilà, Madame Tandra Obéni l'a dit, le gouvernement, les personnes qui suivent également devraient, les décideurs, des personnes qui participent justement aux réunions de décision prises sur le pays. Voilà. Donc ces personnes-là devraient en réalité essayer de remonter un peu l'information, et pourquoi ne pas proposer, comme Madame Tandra Obéni vient de dire, des lois qui pourraient protéger également les femmes. Même attaquer aujourd'hui, arriver à sanctionner les personnes qui font des atteintes aux dignités des femmes sur les réseaux sociaux. Et puis, en dehors de ça, Madame Tandra Obéni, moi je pense qu'il y a eu des censures au niveau de la RDC concernant certaines chansons, même en Côte d'Ivoire. Voilà, il y a plusieurs influenceurs qui ont été aussi sanctionnés par rapport aux vidéos obscènes qu'ils ont eu à publier, tout ça. Mais je pense qu'il faudrait qu'on en arrive aussi là, et si je peux ça réglerait beaucoup de choses, parce que Madame Tandra, c'est pas pour vous ravir la parole, mais vous savez que nous assistons parfois aux scènes assez choquantes des petits enfants qui se permettent sur TikTok de faire, voilà, c'est des scènes obscènes, voilà, et des petits enfants qui sont pratiquement dénudés, mais qui se permettent d'exhiber des pas vraiment, des pas de danse, voilà, je sais pas, enfin, je sais pas quoi dire, voilà, on se comprend un peu, voilà. Donc c'est une occasion également pour le gouvernement d'arriver à pencher là-dessus. De la même manière qu'on pense aujourd'hui à une loi Moïbara qui valorise la femme, qui arrive aujourd'hui à rétablir la femme dans son honneur de femme, emmène aujourd'hui les hommes à comprendre que la vulgarité que les hommes ont eu à porter là, ils doivent se départir un peu de cette vulgarité là, parce que Madame Tandra, les hommes d'aujourd'hui ne sont pas comme les hommes d'hier. Nos papas respectaient les femmes, mais après on a tendance à penser qu'on a l'impression que le comportement regresse. Il y a eu une régression du comportement. Mais Madame Liliane, c'est aussi important de souligner, on peut accuser les hommes, mais nous aussi les femmes, il faut qu'on prenne conscience. On doit se valoriser nous-mêmes. Les publicités que nous acceptons toujours à être dénudées, est-ce que vous voyez des publicités des hommes qui sont souvent dénudés? En dehors de la Castel où on montre les muscles, mais généralement c'est les femmes. Voilà. Les clips osés, c'est des femmes. C'est toujours les femmes. Donc je pense que le 8 mars aussi, c'est une occasion de dire à nos mamans, nous qui sommes mamans, on doit être aussi le relais. L'éducation aussi commence à la maison. Oui, on indexe le gouvernement, on demande un soutien au gouvernement, c'est très bien. Mais nous devons nous-mêmes en tant que mères, commencer à inculquer des valeurs à nos enfants, dès la maison. Et l'Église aussi a un rôle à jouer. En tant que femme aussi, en tant que femme dans l'Église, les femmes de pasteurs, les femmes dans les églises, prenons aussi le relais
d'éduquer nos jeunes sœurs, d'éduquer les mamans dans l'église. Je pense que tous ensemble, que ce soit le gouvernement, que ce soit la femme elle-même, on pourra arriver à un très bon résultat, un résultat positif. Nous-mêmes déjà, valorisons-nous. Merci beaucoup à Madame Tondra Obéni. Nous tendons vers la fin de notre émission. Questions. Les questions, elles, ce sont des questions que nous posons à toutes les dames qui passent sur notre plateau. Si on vous demandait de définir la femme en 2-3 mots, que diriez-vous? La femme en 2-3 mots, la femme elle est courageuse. La femme porte la vie. La femme porte le monde. Donc, porteuse de vie, porteuse du monde, voilà. Et puis, courage. Madame Obéni, pensez-vous qu'un jour, le Congo pourrait être dirigé par une femme? Pourquoi pas? Rien n'est exclu. Si on parle de l'émancipation de la femme, de la place de la femme, et de plus en plus, il y a beaucoup de femmes qui se lancent aussi dans la politique et que c'est reconnu aussi parce que je pense que le Congo fait quand même partie des pays où la femme est assez mise en avant, en tout cas dans le secteur politique. On voit beaucoup de ministres femmes, on voit beaucoup de conseillères, des députés. Pourquoi pas? Un mot sur la parité? Je pense que nous naissons tous égaux. Même droit, les mêmes lois. Compétences égales, salaire égal. Merci beaucoup, Madame Tondra. Donc là, nous tendons véritablement vers la fin de notre émission. Madame Tondra, vous avez un mot, un conseil à donner aux dames qui vous suivent, peut-être un conseil de coaching pour des dames qui passent par des situations assez difficiles, qui ont perdu confiance en elles? Alors, je ne peux pas me permettre aujourd'hui peut-être de donner un conseil, mais juste que je veux qu'on s'encourage en tant que femme à valoriser ce que nous sommes capables de faire, à valoriser nos compétences, à ne pas toujours accuser les hommes, Et je souhaiterais dans les années à venir que le 8 mars puisse avoir un autre visage au Congo, que le visage des Nganga, des visages des femmes qu'on va retrouver complètement saoules, les femmes qui sont parties de la maison depuis le matin et qui reviennent à des heures tardives, qui abandonnent les foyers. C'est pas ça le 8 mars. Je veux que dans les années à venir, qu'on intègre que le 8 mars, c'est un jour où il y a des femmes qui se sont levées, qui se sont battues pour les droits de la femme. Donc, mes sœurs chères, mes chères sœurs, désolé, ne donnons pas l'occasion aux hommes de nous renvoyer au visage comment nous célébrons le 8 mars négativement. Au contraire, prouvons aux hommes que nous sommes le relais, la continuité de la lutte qui continue encore. Voilà, chers téléspectateurs, vous venez là de suivre Madame Tondra Obéni, qui est, je vous le rappelle, manager en logistique dans une société de la place, qui est également coach de vie. Et en plus de cela, elle est mère et présidente de 2 associations. Donc, elle était là sur notre plateau pour pouvoir justement échanger avec nous et permettre à ce que vous... Et surtout profiter un peu de son expérience, parce que c'est clair que beaucoup parmi vous, en fait, passez peut-être par des situations assez difficiles, assez compliquées, mais vous avez besoin d'avoir un modèle, une personne sur qui vous pouvez peut-être puiser en fait une sorte d'énergie et puis une sorte de courage qui vous permettrait d'avancer en fait dans la vie. C'était donc F Active. On se donne rendez-vous pour la prochaine émission. Donc, je vous rappelle les heures de diffusion de F Active. F Active passe chaque vendredi à 22h30 et chaque mardi à 21h30. Portez-vous bien chez vous. Merci de nous avoir reçus et on se dit bye bye. Bye bye, à très bientôt. Je suis sur les réseaux sociaux.